Produit avec le soutien de la MDJS. Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Icône de Radio Ma'arif où nous dressons une galerie de portraits. Alors on nous reproche parfois de ne pas aller dans le fond de parcours des personnages. C'est pas l'objectif, hein. On a envie de mettre un spotlight sur des gens qu'on aime via des gens qui les aiment, qui viennent en parler, et de vous laisser aller chercher après, hein, ou porter la suite des recherches ou nous en proposer. On est complètement ouvert à ça. Avec moi aujourd'hui pour l'exercice Mahdi Bouzienne. Salut Mahdi. Salut Reda. En forme? Très bien. Tu révises là. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs types d'invités. Il y a ceux qui arrivent avec leurs petites notes, il y a ceux qui arrivent toile. Non, moi je bosse un petit peu mes personnages. C'est très bien. Et avec nous également Mouna Bengreni, la femme qu'on ne présente plus et qui elle a carrément la haute technologie sous les yeux pour nous dérouler son personnage. C'est ça? Oui, bonjour, on est en 2021. Moi, c'est bon, j'ai sorti l'artillerie lourde. Bon, qui commence? La courte paille, on joue à la courte paille. De toute façon, Mouna prend la parole. Après Mouna. Allez Mouna, vas-y, de qui tu veux nous parler? Je démarre. Moi, j'ai choisi une femme pour aujourd'hui, qui est une icône. C'est une icône, mais pas si connue que ça. Il s'agit de la première aviatrice marocaine et première aviatrice en fait de la région MENA. L'appellation MENA c'est nouveau, mais c'est la première aviatrice du monde arabe et elle s'appelle Touria Chaoui. Heureusement que Kadeli t'entend pas, parce que si tu lui dis qu'on est dans le monde arabe, là, voilà la nouvelle appellation. Non, la nouvelle appellation, mais c'est la Middle East, North Africa. North Africa, exactement. Cela dit, si vous permettez que je passe une petite parenthèse, l'accrochage du Maroc par en particulier multinationales au Middle East a été une catastrophe culturelle. Parce que toute la communication qui a été faite, parce que les grandes boîtes aujourd'hui, les grands vendeurs de soda, les grands vendeurs de... s'adresse à un bloc qui n'en est pas un, et qui nous a collé culturellement à des gens qui sont très différents, hein. Ils ne sont pas mieux ni pires, mais ils sont différents. Et le fait qu'ils aient décidé de parler à tout le monde la même langue et le même langage nous a précipité dans la difficulté, en tout cas des gens qui travaillent dans la culture en particulier. Voilà, je pense à moi, tout simplement. Et mes amis. Et il n'y a pas que les multinationales, il y a aussi, après le grand Middle East de Bush, il y a aussi toute l'organisation diplomatique américaine qui s'est, à un moment donné, qui a la même réflexion sur l'Afghanistan que sur le Maroc. Oui, oui. Donc, c'est... Et vu de là-bas, ça se ressemble. Oui, d'ici, non. Tout ça, c'est parce qu'on tourne des films à Ouarzazate, je pense. avec des gens qui parlent marocain, mais qui ressemblent à des Afghans, généralement. Non, mais vous savez, si notre ami Driss Laraki était là, qui participe souvent à notre podcast Icône, il vous aurait dit que, parce que lui, son métier, c'est ça, hein, il fait de la production cinéma, voilà. Et il est capable, pour les productions internationales qui se tournent au Maroc, de trouver toutes les têtes du monde. C'est-à-dire qu'on lui demande de simuler un village ouzbek. Il lui montre une photo de la tête que doit avoir un Ouzbek, il existe. La tête que doit avoir un Yéménite, Kane. On a tout le monde. on a tout le monde. C'est un festival de têtes. Et donc, revenons à notre aviatrice. Touria Chaoui qui a gagné le championnat de MENA d'aviation. Ce n'est pas tout à fait ça, on va le refaire. Non, Touria Chaoui, c'est la première aviatrice, la première pilote marocaine, et je l'ai choisie en fait parce que moi j'ai découvert cette dame sur le tard, et je me suis demandé pourquoi. J'étais scandalisée, pourquoi on m'en a jamais parlé, ni Fmdrassa, ni même pourquoi je l'ai jamais vue à la télé, ni rien du tout, parce que d'abord, c'est assez extraordinaire, et puis son destin est tout aussi extraordinaire. Quand je vous parle d'une première pilote, je suis sûre que vous imaginez une femme, qarat bzaf, etc. Sauf que cette dame, elle est devenue pilote à l'âge de 15 ans. 15 ans. Et elle est décédée à l'âge de 19 ans. Ah oui. Oui, et c'est un personnage absolument extraordinaire. C'est pour ça que plus j'en découvrais, plus je lisais de choses sur elle, plus je me disais, mais à quel moment on a fait l'impasse sur ce destin extraordinaire. Alors Touria Chaoui, je vous le disais, Bint Fès, elle est née à Fès dans une famille plutôt moderne, on va dire ça comme ça. Son papa était journaliste et francophone. Il écrivait pour plusieurs journaux et revues francophones, mais il était surtout très
il aimait beaucoup les arts, donc il faisait du théâtre, il écrivait aussi pour le théâtre, très cultivé, et il a plutôt éduqué ses enfants dans la curiosité des autres. Et en fait, dans tout ça, le destin a fait que il a été, en fait, il a tourné dans un film, Fkaza, un tournage, le papa. Et il a été appelé pour tourner dans un film où j'aime bien Bentou parce que voilà, elle partage pas mal de choses avec lui. Il manque un truc qui est très important. Lequel? C'est la date. La date. C'est un effet. Elle fait du teasing. Non, parce que c'est dingue. Bien joué. Non, c'est ça qui est extraordinaire. Donc il joue dans un film et il ramène sa fille. Il joue dans un film. Et c'est comme ça qu'elle découvre Casablanca, le monde, etc. Et qu'elle veut faire. C'est un peu l'émancipation de cette dame. Et effectivement, je te laisse nous dire quand est-ce que ça se passe, parce qu'elle est née en 36. Elle est née en 36 et tout ça se passe en fait sous l'ère du protectorat et c'est les années 40 en fait que tout ça se passe. C'est ça, exactement. Parce qu'on a l'impression que ça s'est passé. La première femme pilote, tu l'aurais mis dans les années 80. Dans les années 80 ou 90. Voilà, mais là, c'est une jeune Marocaine de l'époque coloniale. Exactement. Et donc, elle est passionnée par tout ça, elle est passionnée par l'aviation, elle veut absolument devenir aviatrice. Et en fait, elle fait du forcing. Et heureusement, sa famille est plutôt compréhensive. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même si son papa est ouvert d'esprit, etc., à l'époque, une fille marocaine, elle n'intègre pas l'école d'aviation. Elle se serait appelée Jacqueline, oui. Elle n'avait pas le droit, oui, complètement. Mais comme lui écrit pour la presse française et qu'il a des amis, il arrive plus ou moins à lui décrocher un spot alors que c'est juste de la science-fiction. Et comme elle est douée et passionnée, et à 15 ans, elle décroche et son brevet et son diplôme d'aviation. Je sais pas comment on appelle ça. Et à l'époque, un brevet aussi, non ? Pardon ? J'ai l'impression que ça s'appelle aussi un brevet, justement. Peut-être. Licence de pilote. Peut-être. Licence, voilà, licence. En tout cas, à l'époque, c'est... à Titmelil. À Titmelil, absolument, parce que c'est le seul endroit en fait, où on dispense des cours d'aviation. Et ce qui va se passer donc pour cette jeune fille, c'est qu'elle va être brillante et elle va être en fait le symbole de la Marocaine qui vaut quelque chose. Émancipée, mais qui peut en faire autant que l'étranger, que le colon. Elle va devenir ce symbole pour les Marocains ou pour les colons ? Pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour les Marocains. Elle va être un peu instrumentalisée. Exactement, elle va être entre les deux. Mais c'est pourquoi je disais aussi que c'est un destin incroyable et que je ne comprends pas pourquoi on ne la connaît pas. Pourquoi, encore une fois, on dit souvent ça dans ce podcast, pourquoi il n'y a pas une rue Touriachaoui, ça se trouve, il y en a. Corrigez-moi s'il y en a, mais j'ai pas l'impression. Déjà, il y a un podcast, c'est pas mal. On va commencer par ce qu'on peut faire. En attendant la rue. On va rien attendre du tout. Mais en fait, ce qu'il faut donc savoir, en parcourant mes notes, je vois donc que son papa, je vous disais, il était journaliste, il écrivait pour le Courrier du Maroc, qui était édité à Fès et qui était donc il avait donc ses entrées dans le milieu français et le film dans lequel il a été engagé, juste parce que je vois ça, j'ai ça sous les yeux, je vous le dis, ça s'appelle La 7e porte et ce film a été tourné en 1948. D'accord. Je referme cette... Pas confondre avec la 9e porte. Là, de la 7e. Et donc elle a 16 ans quand elle commence en fait à vraiment pratiquer, elle a suffisamment d'heures de vol pour être considérée aviatrice, une aviatrice quoi, et elle reçoit des lettres d'un peu partout dans le monde. Il faut savoir aussi que c'est un moment où le mouvement féministe éclot un peu partout dans le monde, donc on parle d'elle. C'est pour ça qu'on lui donne aussi cette étiquette de première aviatrice arabe, parce que ça c'est par le prisme occidental, j'ai envie de dire. Donc on la contacte de France, on la contacte américaine, on écrit des articles. C'est-à-dire qu'il y a des articles qui sont publiés sur cette jeune fille partout. À Londres, on sait qui est Touriachaoui, aux États-Unis, on sait qui est Touriachaoui. C'est aussi une époque où le panarabisme commence à pousser. Mais l'histoire d'arabe, c'est un détail, moi, un panarabisme aussi, la place de la femme dans certaines sociétés arabes commence à se confirmer. Donc c'est ce qui explique aussi sa mise en avant. Et donc voilà, elle est là, elle est inspirante, elle est jeune, elle est brillante, elle est tout ce que vous voulez. Et un peu comme dans un film tragique, c'est un destin tragique, je vous le disais en début quand j'ai pris la parole, elle est décédée à l'âge de 19 ans, elle n'est pas décédée n'importe comment. Et non, ce n'est pas un crash d'avion, elle a été assassinée. Elle a été assassinée la veille de l'indépendance du Maroc. C'est pour ça que je vous dis, c'est une vraie icône. Ça déborde de tragédie. Mais une icône inconnue, bizarrement. Assassinée par qui ? Assassinée par on dit que c'est un fou, mais a priori, en tout cas, la rumeur ou la légende voudrait que ce soit commandité parce qu'elle faisait trop parler d'elle, parce qu'elle elle distribuait des tracts en fait lorsqu'elle volait, elle distribuait des tracts pour l'indépendance, elle était engagée. Et donc une femme qui pilote et qui en plus a une opinion politique, apparemment,
Ce serait la raison pour laquelle on l'aurait assassinée. Et c'est vraiment comme dans un film, parce qu'elle a été assassinée alors on a tiré à bout portant. Et le monsieur a été assassiné quelques années plus tard. Elle sortait de sa voiture parce qu'elle a déménagé entre-temps et en fait c'est vraiment une scène de film. Moi je l'ai lu, je l'ai vu. Elle est avec son frère qui est plus jeune d'elle de 8 ans. Elle est en voiture, elle stationne, sa mère l'appelle, sa mère Sultan qu'elle grandit, rue Bergerac, je crois, à confirmer. Sa mère l'appelle, elle sort la tête elle sort de sa voiture pour répondre à sa mère et elle se fait tirer dessus et elle meurt. Et pourquoi je vous parle de tout ça et comment j'ai fait pour découvrir cette femme, parce que vous allez me dire comment. Parce que son frère, justement, qui était plus jeune qu'elle, de 8 ans et qui a vécu cet assassinat, c'est facile à deviner, comme un traumatisme qu'il a porté toute sa vie. Il a sorti un livre il y a quelques années et c'est comme ça en fait que j'ai entendu parler de ce livre et en lisant le livre que j'ai entendu parler de cette dame. Et donc pour moi, oui, c'est une icône, mais je comprends pas pourquoi pourquoi il faut le dire en fait. Non, mais je suis sans voix. Non, il y a une telle masse de romance, d'héroïsme, d'inattendu, parce que on voit bien que toute son histoire, elle est instrumentalisable de partout. C'est-à-dire, tous les angles sont bons. Tous les angles sont bons. Voilà, on peut prendre si j'étais un colon, j'aurais dit regardez la femme libérée. La femme libérée. Heureusement qu'on est venu pour les laisser conduire des avions. Les indépendantistes, les nationalistes, les patriotes marocains vont te dire regarde, on est sous le joug alors qu'on est capable de tout faire comme eux. Le féminisme va te dire regardez une femme, parce que je pense il y a pas 50 000 pilotes. Oui, on est en période de guerre, donc l'aviation, c'est pas non plus. On est dans une période instable. En 50, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui pilotent, déjà, dans l'absolu. Encore plus une jeune fille de 17 ans ou 18 ans. Enfin, c'est dingue. Écoute, et donc, juste pour, comme tu disais... s'il y avait beaucoup de pilotes hommes marocains. Déjà, c'est ça, de pilotes dans l'absolu, en marocain encore plus. Moi, par exemple, c'est pour ça aussi que Salfaq, le jour où j'ai entendu parler d'elle, si tu me parles d'aviation au Maroc, moi, je pense à Saint-Exupéry. Oui. C'est quand même, voilà. Mermoz. Ou la Mermoz, voilà. Alors que non, Touria Chaoui, quoi, maintenant. Et juste pour finir, parce que quand il faut m'arrêter des fois. Vas-y. Son frère, donc, s'appelle, parce qu'au début, tu disais que tu encourageais les auditeurs à faire leurs propres recherches. Son frère s'appelle Salahdin Chaoui. Et donc, le livre s'appelle Ma sœur Touria Chaoui, première aviatrice du monde arabe. C'est édité chez L'Harmattan. Et c'est cool parce qu'on a la version d'un proche qui a fait sa figure. Voilà, exactement. Qui a fait sa la veille de l'indépendance. Mais vraiment la veille. C'est littéralement la veille. Ouais. Donc voilà. Écoute, merci beaucoup. Je tire, je sais pas pourquoi, je tire une certaine fierté de cette dame. Moi aussi. Moi aussi, je suis très fière d'elle. C'est compliqué quand même piloter un avion. Voilà. Après, aujourd'hui, on dit qu'elles savent pas conduire des voitures. Non, mais vraiment, c'est impressionnant. Voilà. Validé. Next. Il y a du niveau là. J'ai réfléchi à un personnage qui n'en est pas vraiment un, c'est un personnage fictif. J'ai pensé à Elizawa, qui est une véritable, à mon sens, qui mérite sa place d'icône. Tout à fait. Alors Elizawa, c'est le personnage éponyme du film de Nabil Ayouch, qui est sorti en 2001. Bizarrement, j'ai re-regardé, j'avais un assez bon souvenir du film. C'est loin d'être un personnage principal du film de Nabil Ayouch. Elizawa décède au bout de 5-10 minutes du film. Ah bon ? Oui, j'avais oublié. Non, j'avais oublié. Je l'ai vu, mais je l'ai vu il y a 30 ans. Elizawa, alors pour faire le pitch du film de Nabil Ayouch, c'est des enfants de la rue, et c'est pour ça que je choisis Elizawa, parce que ce film et ce personnage va nous foutre collectivement en tant que Marocains une claque sur la situation des enfants de la rue. On en parlera plus tard. Mais voilà, pour le pitch, c'est un groupe de gamins, d'enfants qui vivent dans la rue. Très tôt dans le film, il y a une petite bagarre entre deux clans. Le premier, piloté par le méchant Dib, c'est Saïd Termaoui, jeune, avec un par-dessus, un long manteau. J'ai flash visuel. Un personnage qui règne un peu sur la décharge. D'ailleurs, a priori, c'était un des rares professionnels. Un des rares professionnels, puisque le film est fait surtout par des enfants de la rue qui sont accompagnés par l'association Baïti, on en reparlera. Donc voilà, Elizawa décède très tôt dans le film avec un malheureux jet de pierre qui lui fracasse le crâne et il meurt, et c'est ses acolytes du film, Kouita, Boubkar, je pense, et Omar, qui vont, et c'est toute l'histoire du film, qui veulent offrir un enterrement de prince
à leur copain Ali Zawa. Donc Ali Zawa, techniquement, disparaît de la scène. Il y a très peu de flashbacks d'ailleurs tout au long du film. Il revient pas, le personnage de Ali Zawa. C'est ça l'enjeu. Il faut l'enterrer dignement. Lui, il voulait être enterré Al Jazeera. Le personnage d'Ali Zawa rêvait d'être marin. Jazeera el-Kenz ou Jazeera, je me rappelle plus très bien. Et donc voilà, c'est toutes les péripéties de trois gamins, Kouita, Boubkar et Omar, avec quelque part la mère de Ali Zawa et cette histoire de groupe, de violence. On parle un petit peu d'abus sexuels qu'il y a dans ce monde-là. Le film est très bien fait, mais Ali Zawa, aujourd'hui, est quelque chose, est une expression qui est rentrée dans le parler marocain. Je pense que tout le monde sait à peu près de qui on parle. Mais c'est la première fois que, grâce à ce personnage et grâce à ce film, on nous renvoie une image complètement différente de la problématique des enfants de la rue, telle qu'on l'imagine. En fait, c'est très simple. En fait, il a donné un nom et un visage à ceux qu'on ne voyait pas. Et je pense qu'après avoir vu ce film, il est très difficile de regarder les enfants des rues avec le même. Il les a rendus visibles, c'est-à-dire que. Il les a rendus humains. Humains, voilà, exactement, avec une histoire. Bien sûr, on n'est pas. On voit, on sait que c'est une tragédie, mais c'est un rappel douloureux. Et il a donné un visage au sans visage, un nom au sans nom, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, ce que tu dis, le fait que Ali Zawa disparaisse même dans le film, c'est presque une mise en abîme, ça veut dire presque qu'il est déjà iconisé dans le film. Oui, dans le film, il devient déjà un symbole qu'il va devenir en sortant quand on va sortir du film. C'est aussi un film, je voulais citer le personnage, parce qu'il a permis de mettre en avant, grâce au film, le travail extraordinaire de certaines associations qui travaillent sur la problématique des enfants de la rue, qui ne sont pas forcément visibles. Donc, l'association notamment Beiti qui recueillait et qui accompagnait la plupart des enfants qui ont tourné dans le film de Nabil Ayouch était quelque part prise en charge par Beiti. Donc ça a propulsé l'association Beiti qui à l'époque était présidée par Najat Mjid et a mis en valeur son travail, le travail extraordinaire qu'ils font avec les enfants de la rue, parce que c'est vraiment des ciné assez sordides, des histoires assez particulières. C'est des enfants qui n'est pas facile de sortir de la rue. Ce n'est pas parce qu'on va leur offrir le gîte et le couvert que c'est des enfants qui vont sortir de la rue. C'est des enfants, ils appartiennent à la rue et donc ont du mal à s'en sortir. Et je pense qu'à travers Ali Zawa, en tout cas moi personnellement, et je suis content de te l'entendre dire, mon regard sur ces enfants qui dérangent dans la rue, qui sont un peu trop insistants, parfois quand ils m'ont dit, parfois quand ils sont nombreux, peuvent déclencher une certaine peur, une certaine crainte, etc. Moi, sincèrement, c'est quelque chose qui a changé ma vision de voir les choses. Et depuis, d'ailleurs, la problématique des enfants de la rue a pris une place prépondérante dans l'action sociale. Beiti a fait des petits, il y en a à Souera, il y en a à Marrakech, etc. Et même les autorités ont changé un petit peu leur approche par rapport à cette. Mais c'est la puissance d'un film. C'est la puissance d'un film, ouais. C'est la puissance d'un film qui arrive à poser une question sociale de façon humaine, parce que ça peut rester sinon des statistiques ou des anonymes qui sont une nuisance effectivement dans l'espace public, ou qui, voilà, d'un seul coup ça devient des humains, et il y a un côté tabou qui a été fracassé. Parce qu'il faut quand même se rappeler du Hayat Mqawda, le langage, voilà, qui à l'époque n'était pas si courant. Après, j'aimerais pas iconiser Nabil Ayouch, mais bon, Nabil Ayouch a permis de réussir à. Bien sûr, mais il faut le dire. C'est un des rares films qui n'a pas fait autant polémique que les autres. Mais en tout cas, mais moi je pense que c'est son meilleur. C'est une des. Il est très fort. Même Les Chevaux de Dieu est bon. Oui, mais pour moi c'est son meilleur. Et pardon, j'interviens pour dire que pareil, je l'avais vu en 2001. À l'époque, j'étais étudiante à Paris. Je suis toujours au cinéma, donc avec beaucoup de Marocains qui avaient entendu parler de ce film marocain, mais aussi je me souviens de cette claque parce que moi je suis pas de Casablanca et moi je suis d'Agadir et c'est un peu les bisounours. Donc moi j'ai vraiment découvert, c'est-à-dire ce n'est même pas un autre regard, c'est découvrir tout court que cette violence existe, c'est-à-dire moi par exemple je ne savais même pas, c'est même pas de les voir différemment, c'est de les voir tout court, et ce langage-là et d'entendre, c'est parce que c'est vrai que c'est une problème, en tout cas à l'époque c'était peut-être une problématique plus casablancaise qu'ailleurs, dans les grandes villes, parce que la ville était plus grande, ouais.
Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr que le film soit le moins choquant de Nabil Ayouch, parce que il est sorti avant les réseaux sociaux. Il est pas le moins choquant. Non, il est pas. Non, il est sorti avant les réseaux sociaux. Donc du coup, l'indignation il collective. a été le moins polémique, pas le moins choquant. Juste parce que à mon avis, il y avait moins de réseaux sociaux, donc il y a moins de polémique. Mais donc tout le monde n'a pas la parole et donc les choses. Mais je peux te garantir que décider de faire un film, parce qu'il y a de la pédophilie dans ce film, quand même. Il faut le dire. Voilà. Il y a des scènes. On parle de la prostitution de la maman. Prostitution, voilà, exactement. Des violences sexuelles. On est très souvent dans la décharge, je pense, de Mediona. On va mettre la caméra là où ça fait mal. Et alors certes, avant les réseaux sociaux, je le répète, les indignations, mais c'est pas il y avait toujours l'idée un peu que mauvaise image, etc. Et puis ce terme qu'on vient de dire, qui a quand même, tout le monde s'en rappelle. Encore aujourd'hui. Tout le monde s'en rappelle. C'est encore un slogan. Voilà. Encore aujourd'hui. Donc il y a un côté un peu, c'est-à-dire pour moi c'est une des fonctions de l'art, pas la seule. Enfin tu peux le concevoir différemment, mais venir quand même secouer une société, humaniser un problème. Poser comme ça, forcer à l'action derrière, c'est quand même ce qu'on peut espérer de mieux d'une œuvre artistique, et là c'est réussi, quoi. Je suis parfaitement d'accord. Donc voilà, c'est ce que je proposais comme personnage à iconiser. C'est une icône, icône. Mais il a été iconisé très vite. D'ailleurs, on se rappelle plus le personnage d'ailleurs après qui a un petit peu perduré dans des sitcoms, c'est le petit Kouïta. Je me rappelle plus du nom de l'acteur. Mais je te montre aujourd'hui la photo d'Ali Zaoud, tu me diras, mais c'est qui celui-là? C'est qui celui-là? C'est son nom qui a frappé, ouais. Voilà. Et le destin, mais oui, icône. Bien joué, hein. Merci. Du gros niveau aujourd'hui. Hein. Merci les amis. À la semaine prochaine. Allez, merci, ciao. Produit avec le soutien de la MDJS.